présenter, Sandra Stettler. Eh bien, bienvenue. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sandra Stettler. Je suis directrice de l'école des orchidées qui va ouvrir aux Pyramides en septembre 2018, très prochainement. Et je souhaitais vous présenter aujourd'hui les liens entre la pédagogie Montessori, les réflexes primitifs, le développement de l'enfant et les neurosciences. Donc, quelque chose d'assez large parce que ça correspond un petit peu à mon expérience. À la base, moi, je suis psychologue de formation initiale et je voulais être psychologue pour enfants. Donc, j'ai décidé de devenir institutrice pour comprendre qu'est-ce qu'étaient les enfants, qu'est-ce que ça voulait dire un enfant dyslexique, hyperactif, 10, tout ce que vous voulez. Et en étant au quotidien avec eux, ça m'a permis de mettre du sens à ce que j'avais appris de façon théorique à l'université. J'ai eu la chance de travailler pendant 14 ans en zone d'éducation prioritaire, donc dans des zones difficiles, dites sensibles, où il y a beaucoup de problématiques de violence, mais aussi de malnutrition, de maladies comme le saturnisme ou autres. Et il a fallu, pour pouvoir accompagner les élèves dans ces conditions plutôt défavorables et difficiles, aller s'interroger sur la pédagogie, sur le développement de l'enfant, sur effectivement les neurosciences. Donc pendant des années, j'ai fait ce travail. Et à un moment, j'ai changé de quartier, je suis allée travailler dans le 13e arrondissement à Paris. Et là, j'avais une école Montessori à côté de l'école publique dans laquelle je travaillais. Et dans cette école Montessori, elle allait jusqu'au CE2. Et moi, j'avais un CM1, donc je recevais des élèves qui sortaient de cette école. Et j'ai été absolument frappée par ces élèves. Je me suis dit, mais c'est incroyable le degré d'autonomie qu'ils ont, la capacité de réflexion qu'ils ont, la capacité à se mettre en tutorat avec les autres enfants, c'est-à-dire spontanément à aller aider un enfant qui n'a pas compris quelque chose ou qui est en difficulté ou qui est en blocage sur un exercice, sur un apprentissage. Tout cela m'a tellement émerveillée que je me suis dit, je veux savoir qu'est-ce que la pédagogie Montessori. Il faut que je sache pourquoi ces enfants sont différents avec une différence extrêmement positive. Et je me suis adressée à cette école, je suis venue les voir en tant qu'institutrice en leur disant, voilà, j'accueille des enfants de votre école, j'aimerais comprendre comment vous travaillez pour les aider à mieux s'intégrer dans ma classe et surtout pour comprendre comment ils sont arrivés à ce développement à la fois cognitif, mais aussi au niveau sociétal, au niveau de la socialisation, au niveau du lien, à cette fluidité dans laquelle ils se trouvent à aller dans les apprentissages. Et donc j'ai pu observer dans cette classe, excusez-moi, ces enfants et comprendre et m'intéresser à la pédagogie Montessori. L'aventure a commencé comme cela. Après, dans mes classes, dans le public, j'ai essayé de faire un peu de Montessori, mais je n'avais pas le matériel. Je n'avais pas non plus les moyens humains, parce qu'en général, j'étais seule avec 32 élèves. Je n'avais pas les moyens financiers pour acheter ce magnifique matériel que Maria Montessori a mis en place. Néanmoins, en bricolant, je dirais que j'ai fait un peu de Montessori dans le public. Et je suis aujourd'hui retraitée de l'Éducation nationale parce que nous avons 5 enfants et à l'issue de la naissance du 3e, je pouvais partir en pré-retraite, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, j'avais un rêve, c'était de créer une école Montessori. C'était il y a 18 ans. Entre-temps, on a réalisé avec mon mari un autre rêve qui était de créer une école de formation au métier du bien-être, puisque je n'ai pas oublié mon métier initial, qui est le métier de psychologue. Et j'ai eu une double carrière, à la fois d'enseignante et également de psychologue, avec un cabinet de consultation où je consultais sur les journées où je n'étais pas à l'école, tout simplement. Voilà pour vous situer un petit peu le parcours et pourquoi aujourd'hui je fais cette synthèse avec vous. C'est une synthèse plutôt, je dirais, de terrain, issue de l'expérience de ce parcours auprès des enfants. Voilà. Donc le titre de la conférence, quels sont les fondements de cette pédagogie Montessori, ce que moi j'ai appris et perçu quand j'ai pu aller en observation dans cette classe dans le 13e, comment elle peut aider l'enfant à apprendre en s'épanouissant, parce que lorsque j'étais à l'Éducation nationale, j'ai rencontré énormément de souffrance au niveau des enfants. C'est assez paradoxal, comme on va le voir par rapport au développement, de demander à tous les enfants, alors qu'ils sont uniques, différents, qu'ils ont des rythmes de développement qui sont absolument personnels, de leur demander d'être en pédagogie frontale et de tous apprendre et faire la même chose au même moment.
Et on va voir que apprendre en s'épanouissant, c'est exactement ce que Maria Montessori propose aux enfants grâce aux grands principes qu'elle a mis en place et à cette pédagogie scientifique qu'elle a découverte. Donc pour éclairer cette pédagogie, on va s'appuyer sur le développement de l'enfant et sur les neurosciences, qui sont deux focales. On aurait pu en prendre d'autres, bien sûr. J'ai choisi ces deux-là parce que ce sont celles que je connais et avec lesquelles je travaille depuis de nombreuses années. Alors, qui est Maria Montessori? Une grande dame. On la voit ici au milieu des enfants. Une femme hors norme. Elle a été la première femme médecin en Italie. Et pour pouvoir faire ses études de médecine, elle a fait appel au pape parce qu'il a fallu qu'elle demande une dérogation, car à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer à l'université. Donc c'était une femme de caractère qui, dès le début, était déterminée, savait ce qu'elle voulait faire, où elle voulait aller, et qui n'a pas hésité à pousser les portes, à frapper là où il fallait, à monter jusqu'au pape, puisqu'il fallait demander au pape l'autorisation pour pouvoir le faire. Elle a fait des études complémentaires parce que c'était quelqu'un qui avait une vision très holistique, très globale de l'être humain. Et donc, elle a poursuivi des études en biologie, en psychologie, en philosophie. Et elle a mis tout cela, à la fois la médecine, donc la connaissance du corps, la biologie, la psychologie et la philosophie, au service des enfants qui étaient sa passion. Au début, lorsqu'elle débute en tant que médecin, elle débute avec des enfants qui sont mentalement handicapés. Et ces enfants mentalement handicapés vont particulièrement la toucher parce qu'elle va travailler avec le matériel qui était élaboré à l'époque par deux médecins français, Itard et Seguin. Et elle s'est rendue compte qu'en travaillant avec ce matériel, ces enfants mentalement handicapés, parfois lourdement handicapés, évoluaient d'une façon magnifique, progressaient, arrivaient malgré leur handicap à aller dans les apprentissages, à aller vers une autonomie relative, mais très très différente de ce qu'ils avaient auparavant. Donc ça l'a énormément intéressé d'observer ces enfants, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionnait à cause du handicap, qu'est-ce qu'il était possible de faire pour aider l'enfant à s'épanouir malgré le handicap et à grandir et à évoluer. Elle est devenue une extraordinaire observatrice, elle avait un don particulier d'observation de l'être humain qui a commencé avec ses enfants handicapés et qui s'est poursuivi tout au long de sa carrière puisqu'elle a passé plus de 50 ans à améliorer, à creuser, à modifier cette pédagogie extrêmement humaniste. Donc les travaux de Jean Itard et Édouard Seguin, ce sont ceux à partir desquels elle a commencé à travailler avec ses enfants handicapés. Elle a utilisé le matériel au départ qui avait été créé par ces deux médecins français. Et ensuite, qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle s'est tournée vers les enfants sans handicap en se disant si ce matériel peut aider des enfants handicapés, il doit encore plus pouvoir aider des enfants qui ne sont pas handicapés. Et elle a voulu faire ce pas, faire ce saut, partir du handicap pour aller vers l'enfant au sens large du terme. Du coup, sa pédagogie, comme elle le disait, s'adresse à tous. C'est une pédagogie qui est basée sur le développement de l'enfant et qui milite pour l'épanouissement de l'enfant. C'est vraiment le point de base. Le point de base, ce n'est pas d'acquérir des apprentissages, ce n'est pas de devenir un chien savant, ce n'est pas d'avoir un QI plus élevé que celui qu'on avait au départ. Le but, vraiment, c'est d'apprendre en s'épanouissant et de garder le goût de l'apprentissage, le goût de la découverte, garder l'envie d'avoir envie d'apprendre. Et c'est ce que l'on voit dans une classe Montessori, c'est que les enfants sont absorbés par ce qu'ils font, ils sont intéressés, ils en demandent plus. Souvent, ils ne veulent même pas aller dans la cour parce qu'ils sont présents à ce qu'ils font. Ils apprennent de façon fluide et avec bonheur. Ce qui est le propre de l'être humain, d'être un être qui est curieux, qui a les yeux grands ouverts sur le monde depuis sa vie intra-utérine et qui absorbe le monde. Elle milite aussi pour l'éducation à la paix, puisque l'enfant étant nourri par cette proposition de la pédagogie Montessori, il va pouvoir être en paix intérieurement et extérieurement. Et cela va se traduire dans sa socialisation, dans sa capacité à faire du lien avec les autres, dans sa capacité à être en groupe, dans sa capacité, qui m'avait tellement frappée,
à l'époque à être un tuteur totalement naturel pour d'autres enfants et même pour des adultes. Parce que les enfants qui sont dans une école Montessori ramènent ce qu'ils ont appris à la maison et continuent à appliquer ce qu'ils ont appris dans leur milieu. Donc les parents d'enfants montessoriens deviennent montessoriens par la force des choses, c'est-à-dire impulsés par les enfants eux-mêmes. En 1907, elle va créer la première maison des enfants dans un quartier défavorisé de Rome, San Lorenzo. Et là, on va lui confier des enfants qui sont des enfants de la rue, des enfants dont les parents partent travailler toute la journée, donc ils sont assez désœuvrés, ils n'ont pas grand-chose à faire et ils dégradent pas mal le quartier. Donc la solution, c'est de les mettre dans cette maison des enfants. C'est un peu un défi, si vous voulez, qu'on lance à Maria Montessori en lui disant écoutez, ces petits sauvageons, puisque vous prétendez qu'on peut les éduquer, eh bien, allez-y, on vous donne un bâtiment. Et puis, faites la preuve de ce que vous avancez. Et c'est ce qu'elle va faire. Dans cette maison des enfants, on le voit déjà ici, les enfants peuvent travailler, comme on le verra tout à l'heure sur la vidéo, au sol ou sur des tables. Vous avez un éducateur qui est avant tout un observateur et un organisateur de l'ambiance. Et elle n'appellera pas ces salles des salles de classe, mais des ambiances. En pédagogie Montessori, on parle d'ambiance, on parle d'éducateurs et non pas d'enseignants. Ce sont des termes qui sont importants, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, si on regarde les dates, 1870-1952, on peut se dire, mais c'est vieux la pédagogie Montessori. C'est vieux et totalement moderne. On va voir que les neurosciences viennent vraiment souligner toute l'intelligence de la pédagogie Montessori et lui donner raison en tout point. Donc ça, ce sont des découvertes récentes, mais néanmoins, on va voir qu'elles éclairent cette pédagogie. Quand elle va prendre ses enfants, la première chose qu'elle va faire, c'est les observer. Elle va faire fabriquer du matériel sur mesure, des tables, des chaises, des outils pédagogiques pour apprendre à lire, à compter, à faire de la vie pratique, etc. Et elle adapte tout de suite à la taille et à l'âge de l'enfant. Ce qui déjà est assez novateur parce qu'à l'époque, dans les écoles classiques, on demande à l'enfant de s'adapter à l'environnement et on n'adapte pas forcément l'environnement à lui. C'est à lui de suivre l'adulte, c'est à lui de modéliser sur l'adulte. Maria Montessori va prendre vraiment le pli inverse. Elle va observer les enfants et elle va les laisser la guider, aussi bien dans le choix des matériaux qu'en les regardant. Elle va se rendre compte, par exemple, que les tout-petits doivent développer la pince. Cette pince, nous on fait ça facilement, mais si vous regardez un tout-petit, comment il prend un stylo, il ne le prend pas comme ça, il le prend comme ça. Il a un geste graphique qui est plutôt large et désordonné, ce qu'on appelle le gribouillage, et petit à petit, ça va se structurer. Comme elle est médecin, elle se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces enfants à développer cette pince, c'est-à-dire à venir muscler ici tous les petits muscles des phalanges pour pouvoir ensuite faire de l'opposition entre les doigts, puis pouvoir ensuite prendre correctement un scripteur et pouvoir aller dans le geste graphique. Et elle prend des matériaux qui sont des matériaux aussi de la vie courante, comme par exemple des pinces à linge. Elle a créé des pinces à linge. La particularité de ces pinces à linge, c'est que grâce à ses connaissances médicales et biologiques, elles sont parfaitement équilibrées pour développer la musculature de l'enfant. Si nous, on appuie sur ces pinces à linge, on va se dire, tiens, c'est des pinces qui sont plutôt souples, mais elles sont adaptées à l'enfant de 2 ans, de 3 ans, et puis elle fait évoluer ce matériel en fonction de l'âge. Et tout cela grâce à l'observation. Que font les enfants avec leurs doigts? Que font les enfants quand ils jouent? Que font les enfants? Est-ce qu'ils ont envie de ranger? Est-ce que l'ordre est important pour eux? Tout cela, elle ne l'a pas inventé, si vous voulez. Elle l'a observé. C'est pour ça qu'on disait qu'elle était une observatrice hors pair. Elle observe l'évolution des enfants et en observant leur évolution spontanée, elle va découvrir les grands principes de sa pédagogie qu'ensuite elle va structurer, elle va écrire pour mettre tout ça noir sur blanc et que ce soit utilisable, et elle va former des éducateurs pour pouvoir appliquer cette pédagogie. Elle découvre donc par l'observation. Elle appellera sa pédagogie au départ pédagogie scientifique. Il y a d'ailleurs des ouvrages qui s'appellent pédagogie scientifique, où elle a vraiment élaboré toute la progression
des enfants. Et derrière, elle s'appelle aujourd'hui pédagogie Montessori. Elle est plus connue sous cette appellation-là.